Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par LG Consultant et animée par Laurent Garnier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 97e émission de Et si on parlait de sport? Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires LG Consultant, Samper Connect, l'agence Bellombra et Dialogue Sport qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Et pour cette 97e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Don, qui est coach formateur chez Engage et Talent, Sandrine Champagne, créatrice d'événements et d'émotions et pilote aussi, et Valérie Jiménez, présidente du groupe Jiménez et copilote. Danielle Irazou, coprésidente du stade Andaillet de rugby, international de rugby à 15 de 1995 à 2007 avec 76 sélections. Et Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, notre consultant passionné de rugby. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. Au programme de cette émission, en première mi-temps, nous recevons donc Didier Don, un homme au parcours bouleversant et inspirant. Il publie un livre intitulé « On ne lâche rien », un témoignage fort sur les blessures de la vie, les humiliations, le harcèlement, les violences, mais surtout sur la résilience, la reconstruction et la force intérieure. De l'adolescent obèse à l'homme brisé par un burn-out, Didier a fait de chaque épreuve un moteur de transformation, un message d'espoir pour tous ceux et celles qui refusent de baisser les bras. Un récit puissant, humain et nécessaire. En deuxième mi-temps, nous partirons à l'aventure avec Sandrine Champagne et Valérie Jiménez, deux passionnés d'automobile qui s'apprêtent à relever un défi hors du commun. Le rallye des princesses Richard Mills, un rallye 100% féminin mêlant élégance, compétition et dépassement de soi. Du 17 au 22 mai, elles parcourront 1600 km à travers la France, de Paris à Saint-Tropez, en passant par Dijon, Annecy et Avignon. Mais au-delà de la course, c'est une véritable aventure humaine qu'elles vivent au service d'une cause qui leur tient à cœur, le sport santé, avec l'association Les Rubies qui accompagne les personnes atteintes de cancer à travers l'activité physique. Elles nous parleront aussi de Women on the Road, une association dédiée à promouvoir le sport automobile auprès des femmes, et du film documentaire qui racontera leur périple de l'intérieur. Alors attachez vos ceintures, on embarque avec elles. Et en prolongation, notre chronique spéciale rugby, nous débrieferons avec nos spécialistes les résultats de l'équipe de France féminine dans le tournoi des 6 nations après Irlande-France, France-Écosse et France-Pays de Galles. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 97e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, on commence avec de l'athlétisme, championnat d'Europe de running à Bruxelles. Grand favori samedi du semi-marathon, le français Jimmy Gressier a assumé son statut en décrochant l'or. Avec Valentin Gaudouin, excellent 3e, et Bastien Augusto, 15e, la France s'impose par équipe. Doublé français aussi sur le 10 km avec l'or pour Yann Schrub et l'argent pour Étienne Daguinos. Et les Françaises de leur côté ont décroché la médaille de bronze par équipe. Le marathon de Paris et Schneider Electric, la 48e édition, a attiré dimanche plus de 55 000 coureurs. Victoire du Kényan Bernard Bivotte chez les hommes en avalant les 42,195 km en 2 heures 5 minutes et 25 secondes. Et de l'Éthiopienne Betadu Irpa chez les femmes en 2 heures 20 minutes et 45 secondes. Ultra Trail, 39e édition du Marathon des Sables Legendary, la Française Marilyn Nakache a signé un magnifique coup d'éclat en remportant samedi au Maroc le Marathon des Sables pour la 2e fois avec une 4e place au scratch. En golf, 89e Masters d'Augusta, après une journée complètement folle, le numéro 2 mondial Rory McIlroy a remporté son 5e majeur au Masters d'Augusta, son premier depuis 2014, et bouclé son grand chelem en carrière dimanche. Judo, il y avait les championnats d'Occitanie senior, 12 qualifiés en championnat de France de première division et 13 en deuxième division, sur 30 engagés, 29 classés, dont 20 médailles. En lutte, championnat d'Europe à Bratislava en Slovaquie, l'équipe de France rentre de ces championnats d'Europe avec 5 médailles. Une or pour Ibrahim Ghanem en moins de 72 kg qui est champion d'Europe en lutte gréco-romaine. 3 médailles d'argent. En lutte féminine, Tatiana Debien en moins de 55 kg. En lutte libre, Kamza Azamerzouev en moins de 65 kg. Zemilkan Kadjejev en moins de 79 kg. Et une bronze chez Pauline Carpentier en moins de 72 kg. Un remarquable résultat qui relance l'équipe de
France pour le plus grand bonheur de la nouvelle présidente de la Fédération française de lutte, Lise Legrand, elle-même médaillée olympique en 2004. Tennis de table, tournoi WTT Feeder d'Avirov en République tchèque, Flavien Coton a remporté à 17 ans son premier titre sur le circuit mondial en senior, l'équivalent d'un challenger en tennis, en s'imposant en finale face au Maltais Amireza Abazi, 24 ans, 3-0. Tennis, avec la Billie Jenkins Cup à Vilnius en Lituanie, la France devait s'imposer face à la Belgique pour disputer un barrage d'accession à la Billie Jenkins Cup. Mais les Bleus n'y sont pas parvenus, battus 2-0 par la Belgique vendredi. L'équipe de France, descendue du groupe mondial, la première division en novembre, reste donc dans le groupe 1 de la deuxième division. En Masters 1000 Monte Carlo, c'est Carlo Alcaraz qui a remporté dimanche son plus grand titre depuis Wimbledon 2024 en s'imposant en finale face à l'Italien Lorenzo Musetti, diminué en fin de match 3-6, 6-1, 6-0 en 1h47. Et dans le tournoi de double, la paire franco-monégasque Manuel Guinard et Romain Arneaudo est allé au bout de son parcours de rêve à Monte-Carlo en remportant la finale contre les Britanniques Lloyd Glasspool et Julien Cache 1-6, 7-6, 18 après avoir sauvé 2 balles de match au deuxième set. Badminton, championnat d'Europe à Horsens en Danemark, disputé entre deux Français. La finale de simple homme a sacré dimanche Alex Lanier. Le Normand s'est imposé en 2-7 face à Thomas Junior Popov, 21-17 et 21-18, pour devenir le premier tricolore à décrocher le titre sur la scène continentale. Christophe Popov et Thomas Junior Popov ont remporté la médaille d'or en double homme. Les frères de Fos-sur-Mer ont battu au bout du suspense Eloa Adam et Léo Rossi, 21-12, 18-21 et 21-18. Nos champions d'Europe sortants, Delphine Delru et Tom Jikel, ont perdu leur titre européen en double mixte. Les Français ont été battus en finale samedi par la paire danoise Magelune Toft. Équitation maintenant avec la Coupe du Monde de voltige à Bâle en Suisse. Première historique pour Quentin Jabet, 22 ans, qui remporte avec son cheval Goldjeng sa première finale de Coupe du Monde de voltige. Cyclisme, avec le Paris-Roubaix féminin, un exploit historique. Pauline Ferrand-Prévot est devenue la toute première Française à remporter Paris-Roubaix samedi. Malade en début de semaine et prise dans une chute collective au milieu de la course, la Rémoise s'est démenée pour refaire son retard avant de placer une attaque décisive à 25 km de l'arrivée. Chez les hommes, Paris-Roubaix, le néerlandais Mathieu van der Poel a remporté, lui, un 3e Paris-Roubaix de suite devant un virevoltant mais malchanceux Tadej Pogacar. Dimanche, VTT, Coupe du Monde Short Track à Araxá au Brésil. Le Français Adrien Bouachy, 22 ans, a signé la 3e place pour sa première saison dans l'élite et seulement sa 2e manche à ce niveau. Victor Correcci prend, lui, la 5e place. Ski alpinisme avec la Coupe du Monde à Tromsø en Norvège, doublé français à la verticale de Tromsø. Axel Gachet-Mollaret a remporté jeudi la dernière course verticale de la saison. Émilie Harop a pris la 2e place. En sprint, après sa 5e place du sprint samedi, le Français Thibaut Anselmet a officiellement fini premier du classement général de la Coupe du Monde, glanant ainsi son 3e globe consécutif de la carrière après 2 glanés en 2023 et 2024. Hockey sur gazon femmes, le mondial à Shenzhen en Chine. Bon début pour les Françaises qui réussissent son entrée dans ce championnat du monde de division 1 dimanche. Elle a écrasé les Pays-Bas 8-3. Chez les hommes en hockey sur glace, championnat de France, 2e division en finale. Lyon s'est imposé face à Montpellier dans les 2 premières rencontres de cette finale, 5-0 et 5-1. Basket femme maintenant, Euroleague, quart de finale, fin de parcours pour Bourges alors qu'elle rêvait d'un exploit mercredi contre Mersin. Les Berruyères se sont inclinées 66-59 après avoir opposé une très belle résistance à une équipe qui les avait déjà battues à 2 reprises cette saison en phase de poule. National 2 féminin, play-off, victoire de Toulouse face à Nice 60-47. On passe chez les hommes en basket, Ligue des Champions, dans un match accroché jusqu'au bout. Nanterre a cédé dans les derniers instants face à l'AEK Athènes, 69-76, qui prend l'avantage dans sa série en quart de finale avant le match retour du 16 avril à Nanterre. En Euroleague, 34e journée et dernière journée, Monaco est venu à bout de l'Asveld jeudi à Villeurbanne, 76-83. La Roca Team assure sa 4e place, synonyme d'avantage sur le terrain en play-off. Bien supérieur à Berlin, Lanterne Rouge, Paris a assuré de disputer au moins le play-in. Il l'a emporté jeudi malgré une fin de match plus difficile, 72-63.
Il y avait aussi de la Nationale 1 en phase 2. Victoire des Toros du Stade Toulousain Basket face à Charleville-Mézières, 96-93. On passe en handball maintenant avec la Liqui Moly Star League. 23e journée, Montpellier tout juste qualifié pour la finale de Coupe de France n'a fait qu'une bouchée de Créteil, 38-26. Tremblay a failli créer la surprise face à Nîmes, mais a fini par s'incliner 25-26 dans les derniers instants. Le Paris Saint-Germain a balayé Toulouse 36-25 et conforte sa place de leader de la Liqui Moly Star League. En Coupe de France, demi-finale, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de Chambéry mercredi soir, 39-27. Les Parisiens défieront Montpellier qui l'a remporté mardi avec autorité à Limoges, 31-25 et s'est qualifié pour la 18e finale de son histoire. Du hand masculin, nous passons au hand féminin avec les matchs amicaux. L'équipe de France féminine a conclu sa saison par une nouvelle victoire en amical sur les Pays-Bas, samedi à Chartres, 31-28, 2 jours après les avoir battus à Trélazé, 31-25. Volley féminin, Saforel Power 6, quart de finale, mal embarqué face à Béziers vendredi lors du match 3 des quarts de finale. Pays d'Aix-Venelle s'en est sorti au tie-break 3-7-2 et rejoint les demi. En volley masculin maintenant, Marmara Spike League, quart de finale, solide vainqueur à Toulouse, samedi 3-0. Chaumont a validé sa qualification pour le dernier carré de la Marmara Spike League, tout comme Tours, vainqueur sur le fil à Nice 3-2. En football maintenant féminin, Ligue des Nations, l'équipe de France a dominé la Norvège 2-0 mardi à Oslo. Avec ce 4e succès, les Bleus poursuivent leur sans faute et valident leur billet pour les demi-finales de la Ligue des Nations en octobre. En Arkema Première Ligue, Guingamp a battu Montpellier 3-1. Football toujours avec la Ligue des Nations chez les hommes. Quart de finale aller, le Paris Saint-Germain a renversé le club anglais d'Aston Villa au bout d'une large domination 3-1. Le club de la capitale est en ballottage favorable pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Ligue Europa, quart de finale aller, Lyon arrache le nul 2-2 contre Manchester United grâce à un Ryan Cherki dans les dernières minutes et garde toutes ses chances de qualification pour les demi-finales. Ligue 1 maintenant, 29e journée en déplacement à Toulouse samedi. Lille s'est imposé 2-1 et Montpellier a été battu par Angers 2-0. En Ligue 2, 29e journée aussi, Caen rejoint à la 90e minute par Rodez et concède un match nul 2-2. Rugby à 13 en Super League, 7e journée, victoire convaincante des Dragons catalans sur le terrain d'Huddersfield Giants en 38-18. En Championships avec la manière, le Toulouse Olympique s'est imposé largement face à un concurrent direct pour les phases finales. Victoire face aux Sheffield Eagles, 48-10. Rugby à 15, mais chez les femmes maintenant, il y avait le tournoi Destination avec les Françaises qui ont remporté leur 3e match en tournoi en gagnant samedi contre les Galloises à Brive 42-12 dans un match où elles se sont parfois compliquées la tâche mais ont fait parler leur puissance. De leur côté, les Anglaises ont été battre les Irlandaises sur leur terrain 49-5 avec le point de bonus et l'Italie s'est imposée en Écosse 25-17. Rugby à 15 toujours, mais là c'est chez les hommes et c'est la Coupe des Champions avec les quarts de finale. Après cette victoire 47-29 face aux Irlandais de Munster, samedi au stade Chaban-Delmas, Bordeaux-Bègles décroche son billet pour les demi-finales. A noter que Damien Penaud est devenu le meilleur marqueur d'essais inscrit sur une saison en Coupe des Champions avec 12 réalisations. Il a dépassé l'Anglais Chris Alston. Éliminés 51-16 par les Saints de Northampton samedi, les Castrets n'ont pu empêcher les Anglais de développer leur jeu. Toulouse, lui, est venu à s'imposer à Mayol dimanche. Il a fini par dompter Toulon 18-21. Tenant du titre, les Hauts-Garonnais rejoignent le dernier carré de la compétition où ils retrouveront l'Union Bordeaux-Bègles. En Challenge Cup, quart de finale, le Racing 92 est parvenu à remporter son quart de finale à Galway, 40-43 face à la province irlandaise de Connacht. Lyon a battu les Ospreys samedi 20-18 et rejoint le dernier carré. On va passer maintenant au sport mécanique avec la moto, le Grand Prix du Qatar, avec un Marc Marquez fabuleux qui, sur Ducati, a remporté le Grand Prix du Qatar dimanche devant un excellent Maverick Milanese et son coéquipier Francesco Bagnaia. Auteur d'une très belle course, Johan Zarco sur Honda termine finalement 4e. Fabio Quartararo sur Yamaha 7e. Après le déclassement de Maverick Viñales, le pilote espagnol a reçu une pénalité de 16 secondes qui le fait reculer à la 16e place de la course. Et pour terminer ces résultats, il y avait bien sûr, vous l'avez suivi, j'imagine, le Grand Prix de Bahreïn, automobile Formule 1, avec la victoire d'Oscar Piastri sur McLaren qui a dominé dimanche le Grand Prix de Bahreïn, sa seconde victoire de la saison après la Chine. L'Australien a devancé George Russell sur Mercedes et son coéquipier Lando Norris
qui reste leader du championnat. Alpine marque ses premiers points de la saison grâce à Pierre Gasly, 7e, et Esteban Ocon sur As termine également dans le top 10, 8e. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Didier Don. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, et dans cette première mi-temps, nous recevons Didier Don, coach et formateur chez Engage Talent. Et des talents, il n'en manque pas puisqu'il vient nous parler d'un livre intitulé « On ne lâche rien » qui va sortir prochainement, un récit puissant, humain et nécessaire. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, tu vas bientôt publier un livre coup de poing intitulé « On ne lâche rien ». Coup de poing, c'est un clin d'œil, tu l'imagines bien. Un récit personnel, sensible et puissant. Pourquoi avoir choisi ce moment pour livrer ton histoire ? Parce que c'est d'abord une consécration de 24 ans d'accompagnement et 40 ans dans les sports de combat, puisque je suis éducateur sportif dans la boxe, en full contact plus précisément. Et en fait, je pense qu'à chaque fois que j'ai commencé à travailler sur mes séances, en fait, j'écrivais mes premières séances. J'écrivais toujours avec la personne le pourquoi, je lui envoyais. Et à chaque fois, j'ai compilé. Plus de 100 interviews. Ton petit carnet de bord, en fait. Un petit carnet de bord. Et puis est arrivé le confinement. J'ai dit pourquoi tu compilerais pas tout ça ? Et j'étais comme tout le monde dans ma maison et j'ai commencé à compiler. Et en fait, j'ai compilé une centaine de témoignages. Et j'ai dit pourquoi tu ferais pas un bouquin ? Et puis c'est parti petit à petit. Surtout que d'abord, c'est un défi, comme ma vie en général. Donc, j'ai dit pourquoi tu lancerais pas un bouquin ? Et pourquoi tu n'essaierais pas ? Et puis je l'ai fait. Et voilà, et c'est parti. J'ai commencé à l'écrire. Et je l'ai écrit comme je parle. Là, il est en relecture, parce qu'il est fini le bouquin. Il est en relecture et je pense qu'il sortira courant juin, peut-être. Je ne sais pas trop encore. Tu es en train de dire qu'il faut le traduire de la version Didier Don à la version... il faut mettre par écrit comme je parle. C'est l'intention et la puissance de mes paroles qui font que derrière, il faut le remettre par écrit. Et ça, j'ai fait appel à quelqu'un qui sait organiser l'écriture. Il faudra peut-être le faire en audio. On aura en audio, c'est pas de problème. On aura l'accent derrière. Et en fait, ce qui est important et ce qui est intéressant dans ce livre, quand on le découvre, tu parles de 5 grandes blessures, ce qui fait un peu le canevas de ce livre. La première est marquante puisque le démarrage de cette histoire, c'est une agression extrêmement violente à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, c'est à la Beige, c'est pas loin d'ici. J'arrive à mobilette et 7 individus m'agressent et ils me coupent en deux, plus de nez, plus de bouche, l'arcade, les côtes. Donc je rentre à la maison, je suis couvert de sang. Je n'avais rien fait puisque j'arrivais, c'était pour une fête locale du 1er mai, tranquille. Et là, je suis quand même quelqu'un d'introverti, quelqu'un de gentil. Et là, j'ai dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et le 16 mai 1979, je suis allé m'inscrire au club de taekwondo qui était rue des Potiers à l'époque. Je suis parti avec mon mobilette, je me suis inscrit tout seul. Et là, j'ai commencé à m'entraîner pendant 2 ans, non-stop, le jour de Noël, le jour du 1er de l'an. J'avais une telle envie, une telle motivation. Et là, j'ai compris que peut-être le moteur, c'était ça en fait. Le moteur de l'envie, la motivation, c'est en fait passer outre des périodes complexes et d'en faire quelque chose. Et c'est un petit peu le but du bouquin, quoi. Une autre blessure, celle du regard sur soi, sur ton corps. Tu évoques ton adolescence, le surpoids et la souffrance que cela a entraîné. Je pense que quand vous arrivez à un âge où derrière vous avez 13 ans et vous êtes obèse, l'obésité et le regard du monde, le regard de l'adolescence qui est très très dur. Quand on parle de harcèlement scolaire aujourd'hui, j'ai déjà connu ça bien en avance. Et en fait, encore là aussi, j'ai souffert énormément. Et un jour pareil, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et là, j'ai pris mon vélo et tout un été, tous les jours, je montais de Saint-Thorens au lac de Saint-Ferriol, c'est-à-dire 45 km. Je faisais 90 km tous les jours et j'ai perdu 18 kilos en 2 mois et demi. Et en fait, les gens ne me reconnaissaient plus parce qu'en fait, j'avais combattu. Et aujourd'hui, le corps, pour moi, c'est une chose essentielle dans l'équilibre, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'y travaille dessus aujourd'hui dans mes travaux d'accompagnement, quoi. Troisième choc que tu évoques, un burn-out professionnel dans un contexte d'harcèlement. Là aussi, tu as subi et transformé cette douleur.
Et là, on rencontre tous, et je pense que la génération elle n'y va pas y couper, quoi. On la va toujours trouver dans ces structures pyramidales, un individu qui est mal dans sa peau, mais qui a du pouvoir, et ce pouvoir, il va s'en servir pour détruire les autres. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui veulent qui sont dans le déni, mais ils vont être obligés d'y aller parce que petit à petit, on ne peut pas continuer à accompagner et détruire parce que la société s'est déshumanisée. On est dans le déni, on est dans l'ego et surtout, on s'est complètement déshumanisé de la relation. Et la relation, c'est plus quelque chose d'important puisqu'on est dans le process. Et aujourd'hui, si vous ne rentrez pas dans le process, vous n'avez plus cette capacité de prendre de responsabilité. Et en fait, de ce burn-out, j'en ai fait une force puisque ce jour-là, j'ai dit plus jamais ça, encore une fois. Et là, je suis rentré, je commençais à aller voir une formation de PNL et pendant 10 ans, j'ai fait PNL, hypnose. PNL, je voudrais que tu... Programmation neurolinguistique, donc là, je suis devenu maître praticien. Et puis de là, j'ai tiré la pelote et pendant 10 ans, je me suis doté de formations avec les meilleurs. J'ai voulu m'entretenir avec les meilleurs. J'ai été supervisé pendant 10 ans par un professeur psychiatrique qui s'appelle François Balta, qui est mon superviseur, qui est à Nîmes. Je suis devenu maître praticien en hypnose. J'ai fait de l'approche systémique, de la thérapie familiale, qui me permet à un moment donné d'avoir des outils complexes, mais aussi très utiles pour pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau, mais aussi les gens en détresse comme moi, que j'ai pu l'être, burn-out, post-cancer. Et ça, c'est important de reprendre confiance en soi et de retrouver en fait l'individu qu'on a tous le droit d'être et avoir sa place dans cette société. La 4e blessure touche à un sujet très fort, la violence dans les relations humaines, notamment verbales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Déjà, le problème aujourd'hui, c'est que notre langage à la française, il est basé sur le « fais attention ». Il n'est pas basé sur la bienveillance, il est basé sur la démonstration, sur des concepts qui, en fait, entretiennent constamment en fait, nos 5 blessures, qui sont la trahison, le rejet, la honte, l'abandon et l'injustice, par les médias, les journaux, tout ce qu'on peut regarder. Et puis, on regarde aussi les gens sur la route, comment ils se comportent. Ils se comportent comme des délinquants, quoi. On voit des gosses qui prennent un coup de couteau parce qu'ils ne donnent pas un téléphone. Et on est rentré dans une banalisation de cette violence, mais ne serait-ce qu'au niveau verbal, ne serait-ce que ce matin, j'étais à Leclerc, la caissière, quand elle m'a parlé, j'avais juste envie, je l'ai regardée avec un sourire, j'ai dit, mais bien sûr, madame, vous avez raison, et elle m'a agressé, quoi, elle m'a agressé, et je me dis, j'ai de la peine pour ces gens-là, j'ai de la peine parce qu'en fait, elle peut me le dire gentiment, c'est tout, et parler aux gens avec de la bienveillance, avec de l'empathie. Je pense que dans la relation, il y a 2 questions qu'on doit se poser, qu'on ne se pose plus, c'est comment je peux vous aider et de quoi vous avez besoin. Et le jour où on répondra à ces 2 questions, je pense qu'on pourra aider le monde différemment que ce qu'on l'aide aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne l'aide pas, on le freine. La 5e blessure que tu décris dans ton livre est plus intime et plus profonde. Elle part du monde du travail qui parfois écrase les individus et d'un besoin urgent de remettre l'humain dans les relations humaines. Professionnelles, pardon. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'explique dans le livre, en fait, l'entreprise est devenue un process. Donc, ce sont des processus, ce sont des individus. Et on revoit aussi, l'entreprise s'est adaptée. C'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus carrière dans une entreprise. On vient, on prend un projet et on s'en va. Donc, on y passe 2 ans, 3 ans, on réalise son projet, un peu à l'anglo-saxonne, à l'américaine. Donc, tu fais ton projet et tu t'en vas. Sauf que tu es dans cette entreprise et je le vois pour avoir travaillé dans une grande industrie européenne. Une fois que tu as fini ton process, tu t'ennuies parce que tu fais toujours la même chose, quoi. Alors que ma génération, on avait cette prise de décision, on avait ce mal au ventre, on avait peur de nos supérieurs, mais peur au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait partie de l'équipe et on avait envie de livrer. On avait envie de livrer pour qu'un client soit satisfait. Et ça, on l'a perdu parce que on est noté sur des process et non plus sur un produit global. On a sectorisé alors qu'on doit globaliser. Mais c'est le principe de la médecine occidentale et orientale, la différence. Il y en a une, c'est on globalise, et l'autre, on part de chaque individu et chaque expert. Pas dire un petit mot sur... Je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est différent. Mais cette différence, elle est notable aujourd'hui. Parce qu'un enfant, par exemple, je prends un enfant ou un manager qui veut progresser, mais il progresse dans quoi ? Il progresse dans sa capacité d'écoute, il va progresser dans sa capacité de dire oui, de dire non, vas-y, d'encourager, de motiver, mobiliser. Ça fait plus partie du business aujourd'hui de l'entreprise.
J'ai envie de demander une question un petit peu différente, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de respect qui serait perdue ? Le respect, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Le respect, on le voit avec nos gamins, et on voit ces gamins qui demain deviendront des patrons. On voit qu'aujourd'hui, D'ailleurs, aujourd'hui, on a quand même fermé 66 000 entreprises l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a vraiment un mal-être mais d'individus. Et comme disait Pierre Rabhi, il dit en fait, aujourd'hui, le maladie, quoi. En fait, on est mal en soi, et que derrière le tsunami, c'est plutôt la relation que l'économie, pour moi. Ce que tu dis est fort. Ce livre n'est pas seulement un témoignage, c'est aussi une prise de position sur ce que tu appelles, toi, l'urgence de remettre du sens. C'est bien cela ? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est donner du sens à nos choses, comme l'a dit mon ami Patrick Chevalier là-dessus, c'est donner du sens à ce qu'on porte. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai voulu, au travers de ce livre-là, dire en fait, faire passer un message de mes souffrances, parce que j'en ai fait quelque chose, dire tout le monde passe par des périodes compliquées. Et que ces périodes-là, elles vont vous servir à quelque chose, elles vont vous faire grandir. Si on passe pas par là, on peut pas comprendre. Je pense que beaucoup d'hommes ou de femmes en fait qui sont nés avec une cuillère argent dans la bouche, ils ont du mal à comprendre, parce que quand tu as passé quelques périodes un peu compliquées, que tu as fait un cancer, que tu as perdu un enfant, que tu as un enfant handicapé, attends, tu vois pas le monde de la même façon. Et puis l'énergie, c'est pas la même, parce que t'as personne qui t'aide, tu es tout seul. Et que derrière, quand tu te retrouves là, avec ce combat que tu mènes face à une société qui en fait qui ne comprend pas, parce qu'en fait elle n'est pas orientée là-dessus, merde, ça vaut quand même le coup de défoncer et aider tous ces gens-là qui sont en perte de vitesse. Et le bouquin, c'est un petit peu ça, quoi. C'est, on peut le faire. Je vais vous accompagner, puisqu'il y a une centaine de témoignages sur des gens qui ont transformé leur vie au travers de mes accompagnements. Mais c'est d'abord mon premier accompagnement que je fais, et dire voilà, maintenant on a un modèle, vous pouvez vous en sortir, moi je peux vous aider, mais c'est vous qui allez faire le boulot. Petite question plus personnelle, tu es un homme sensible et pourtant tu dégages une grande force. Est-ce que justement cette sensibilité qui est devenue ton moteur ? Bien sûr. D'ailleurs aujourd'hui, moi je crois que j'ai appris une chose de travers même de mes relations sentimentales, ou de mes enfants, ou de mes parents, que cet amour fort que je porte autour de moi. Aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer. Je crois que la grosse force de tous ces traumas qui ont fait que derrière, j'ai rencontré des gens autour de moi qui en fait sont en détresse, d'affection, de tendresse, de douceur, de paix. J'ai appris à m'aimer. Je crois qu'aujourd'hui, je suis spectateur d'un monde dans lequel je ne vis plus. Je suis spectateur de ce monde-là. Je l'utilise parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir l'utiliser. Mais il ne m'intéresse pas. Ce monde-là, il ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je crée beaucoup d'événements. Là, on a fait le Kilimanjaro. J'accompagne une équipe à Toulouse-Arcachon en vélo. Et là, on part sur l'Alaska et la Norvège, voir les baleines en kayak en 2026. Mais parce que je sais que le monde, il est dans la nature. Le monde, il est dans la lecture du monde du vivant. Et le monde de l'humain, aujourd'hui, comme je le vois, comme on le montre dans les médias et tout ça, là, ça n'a aucun sens pour moi. Ça donne plus de sens aujourd'hui dans l'état d'être, parce que je vois les enfants en détresse. Après, attention, je vois aussi ça, mais aussi je vois des gens heureux. Je vois des gens qui ont compris. Je vois des gamins qui sont aujourd'hui chirurgiens, qui sont apaisés, qui créent leur vie, qui élèvent des enfants extraordinairement bien élevés, qui lisent, qui écrivent, qui font de la poterie, qui font du sport. Je dis, ils ont tout compris. Et ils ont tout compris. Voilà. Quand est-ce qu'on va voir ce livre ? Parce que du coup, maintenant, tu nous as raconté là normalement, le premier bloc est terminé, le deuxième bloc est en cours, et je pense que moi, je le souhaiterais avant l'été, mais si ce n'est pas le cas, il sortira en septembre, c'est sûr. Un dernier mot pour ceux ou celles qui hésiteraient à lire « On ne lâche rien ». Disons que d'abord, je vous incite à le lire déjà pour commencer, et surtout, je voudrais que ça fasse un transfert dans vos propres vies, et pour dire ah ouais, on peut y aller. On peut le faire. Non, arrêtez de me dire c'est pas possible, parce que c'est pas possible. Le pas possible pour moi n'existe pas. Donc il y a toujours une solution. Et quand je vois tous les gens qui viennent me voir me dire oh, t'as fait ça, mais tu peux le faire aussi, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut juste le vouloir. Et c'est vraiment la dernière phrase que j'emploie, surtout, c'est important, la différence entre les gens heureux et les gens malheureux, c'est qu'on décide d'être heureux, on subit d'être malheureux.
Et je crois qu'entre le je décide et je subis, je suis plus dans le même monde et j'ai pas la même lumière à l'intérieur qui va faire que derrière, je vais aller chercher ce que j'ai envie de faire. Si on a besoin de te parler ou de venir vers toi, comment on fait ? On me contacte sur dondidier@orange.fr et il y a un site www.engageandtalent qui en fait fait une petite présentation de ce que je fais, ne serait-ce que dans l'entreprise, mais aussi surtout dans le chef d'entreprise aujourd'hui qui est en détresse et sur lequel je peux l'aider au travers de ce bouquin-là et qui va faire que derrière, il va aussi trouver sa force en lui. Parce qu'en fait, c'est chacun entre nous, on a cette force-là et on va la chercher. Et moi, j'aime bien cette définition, chasseur de ressources. En fait, on va rechercher les ressources qui sont là, qu'on a un peu enfouies parce qu'on s'est laissé un peu déborder et on va chercher ça et ça, c'est important pour moi. Merci Didier pour ce témoignage sensible et puissant dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tes projets, tes accompagnements. Tu es bien sûr, et tu le sais, le bienvenu dans l'émission. Nous aurons toujours plaisir à entendre tes conseils de consultant, de super coach. Merci Laurent. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités, Sandrine Champagne et Valérie Jiménez. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, et nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Champagne, qui est créatrice d'événements et aussi d'émotions. Elle va nous raconter tout ça. Et avec elle, Valérie Jiménez, qui est présidente du groupe Jiménez Déménagement Transport. Bonjour Sandrine. Bonjour Laurent. Alors Sandrine, prête à partir sur ce rallye des princesses, est-ce que d'abord, tu nous parles un peu de ton parcours personnel et sportif ? Alors mon parcours personnel, déjà pour commencer, comme tu l'as dit, je suis créatrice d'événements. J'ai créé mon agence événementielle il y a 1 an maintenant qui s'appelle Bullet Events. Donc je crée des événements pour les entreprises, quelques particuliers mais surtout des entreprises. Lancement de produits, inauguration, soirée de gala et autres. En ce qui concerne le parcours sportif, j'ai été très sportive très jeune et longtemps jusqu'à la trentaine et puis ensuite beaucoup moins. Je suis restée sur la danse, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de compétitions d'athlétisme. Moi, j'étais très férue de sport individuel, en fait. Ouais. Et je continue d'ailleurs à travers l'automobile. Je suis plutôt individuelle, c'est vrai, je reconnais. Mais au niveau du sport automobile, c'est venu aussi parce que c'est un moment aussi où je suis peut-être un peu moins sportive et j'avais envie de me réconcilier avec le sport, avec les préparations et tout ça. Par le biais de l'automobile, ça a été beaucoup plus doux, en fait. Parce que de par une autre passion, donc qui est l'automobile, j'ai été obligée quand même de me préparer, on en a parlé tout à l'heure, j'étais obligée de me préparer de manière sportive et ça c'est très bon parce que ça m'a fait repartir dans cette énergie du sport et ce bien-être surtout au quotidien. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à cette aventure ? Parce qu'on parle d'automobile, on parle de sport et naturellement il y a un projet, c'est de partir dans une aventure automobile. Oui. Plusieurs choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai créé mon entreprise il y a 1 an, j'ai eu envie de créer un gros événement, envie de me faire connaître tout simplement, envie que les gens voient vraiment qui j'étais, quelle était ma personnalité, les valeurs que je portais, et puis de me dire, s'ils me voient à travers un événement et que ça leur plaît, super, c'est gagné, on travaillera ensemble, et puis ça leur plaît pas, c'est pas grave, ils travailleront avec quelqu'un d'autre. Et j'avoue que c'était compliqué de créer un événement toute seule, de grosse envergure, c'était très compliqué. Et en fait, j'ai eu cette idée très vite parce que ce rallye, c'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Et je me suis dit que c'était le moment, puisque je voulais montrer qui j'étais et ce que je véhiculais et ce que j'aimais. Donc je me suis dit, c'est le moment de se mettre à nu à travers un événement sportif qui me tient à cœur et de montrer que je suis capable de tenir mes objectifs, d'aller jusqu'au bout, de me dépasser,
d'aller chercher des fonds. Voilà. Je l'ai monté comme on monte un événement. Alors ce rallye, c'est le rallye des princesses. Oui. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter l'édition 2025 et quand est-ce que ça va se dérouler et où exactement ? Alors, c'est le rallye des princesses Richard Mille, exactement, qui a lieu du 17 au 22 mai, qui part toujours de la place Vendôme. Et après, le circuit peut changer. Cette année, nous partons de la place Vendôme vers Dijon, ensuite Annecy, ensuite Avignon. Et nous avons 2 jours sur Saint-Tropez avec une arrivée à Saint-Tropez sur le port. Bon, mais c'est pas d'un seul coup, il y a des étapes. Voilà, donc c'est sur 5 jours, on fait à peu près 350 km par jour. De toute façon, dans ces voitures-là, parce que ce sont des voitures de collection, il faut préciser, dans ces voitures-là, tu passes à peu près 7 heures par jour pour faire ces 350 km. Et donc, bien sûr, rallye des princesses, ce ne sont que des princesses qui sont dans les voitures. Voilà, donc à la base, c'est vrai que ce rallye des princesses qui existe depuis 1999, qui a été créé par Madame Zaniroli, et qui était un peu pour donner le contre-pied un peu au tour auto que beaucoup connaissent et qui se fait toujours aussi à bord de voitures de collection, mais il y a des circuits par contre pour les hommes, et elle a eu envie de créer un rallye exclusivement féminin. C'est la force de ce rallye, c'est que ce sont que des femmes à bord de voitures de collection qui sont nées entre 1946 et 1990. Et aussi, alors moi je dis que les princesses sont les voitures en fait, mais c'est vrai que des princesses, parce qu'à l'époque, quand elle a démarré, effectivement, quelques princesses ont participé, comme Hélène de Yougoslavie, Hermine de Clermont-Tonnerre et bien d'autres qui ont participé, quelques Miss et tout ça, et c'est pour ça c'était parti sur les princesses, voilà. Alors on parle un petit peu de cette histoire, de ce rallye, donc il y a une vingtaine d'années, c'est ça que ça a été lancé, c'est ce que tu expliques ? 99, ouais, 25 ans. Et pourquoi elle est unique en fait ? C'est la seule épreuve de ce type ? Oui, c'est le seul rallye déjà français qui fait ce genre de choses, qui traverse la France. Et l'idée, c'est aussi de mettre en valeur le patrimoine français, puisque chaque lieu où nous passons, chaque ville ou établissement sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Donc ça a son importance aussi. C'est l'idée de faire voyager dans notre beau pays, de montrer que nous avons un pays splendide. D'ailleurs, l'année dernière, moi-même sur le parcours, j'ai découvert des lieux que je ne connaissais pas, je n'imaginais même pas en France. Donc c'est l'idée aussi, c'est l'idée de se dépasser. Toutes les femmes qui viennent là sont passionnées d'automobile. Il faut toujours une première fois. L'année dernière, pour moi, c'était ma première fois. Donc il faut toujours une première fois. Et en fait, une fois qu'on met les doigts dedans, c'est terminé, on ne s'arrête plus. Combien de participantes ? Et c'est que des femmes, c'est que des Français ou il y a aussi... Alors non, effectivement, voilà. Ouais, effectivement, on a 17 nationalités en principe. L'année dernière, beaucoup d'Italiennes, de Belges, de Suisses, Coréennes, Américaines, Anglaises. Ouais, ça c'est super aussi parce qu'il y a cet échange. D'ailleurs, une petite parenthèse, le Rallye des Princesses a une 2e édition. Là, nous partons au mois de mai et au mois d'octobre qui suit, il existe aussi aux États-Unis. D'accord. Voilà. Pour combien d'équipages à peu près ? Cette année, nous sommes 170 équipages. Donc toujours 2 à chaque fois. 2 femmes par voiture. Alors, quels sont les principaux défis que vous devez relever pendant la course ? Parce que vous êtes pilote, mais mécano aussi, j'imagine, peu quand même. Oui, voilà. C'est un rallye en fait de régularité. Donc, sur ce qu'on appelle les zones de liaison, on respecte le code de la route. On respecte aussi, on a un horaire à tenir de départ et d'arrivée sur après une zone de régularité qu'on peut appeler aussi une spéciale. Pour ceux qui connaissent un peu les rallyes. Là, c'est toute la difficulté, puisque sur la zone de régularité, bien sûr, et sur les zones de liaison, nous avons l'orientation, puisqu'on a un roadbook à suivre. Et sur la régularité, on a non seulement ce roadbook, mais qui n'a plus d'informations autres que droite ou gauche, et qui a des points de passage secrets que nous ne connaissons pas, et nous devons absolument tenir le temps et la vitesse. Donc on doit rester dans la régularité. On a une vitesse qui est imposée par âge en fait, de nos véhicules. L'année dernière, j'étais sur du 50 à l'heure, par exemple, et on a un chrono à suivre également. Donc là, c'est beaucoup de concentration. Et là, je peux dire vraiment, parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est vraiment cardio en fait. Tellement on est obligé d'être rapide, d'écouter, d'être très concentré, d'écouter surtout la copilote qui donne les indications, de vérifier sa vitesse, de vérifier son chrono aussi en même temps. C'est beaucoup d'éléments tous en même temps. Et franchement, c'est cardio. Moi, sortie de là, chaque zone de régularité, franchement, je transpirais et j'avais besoin de beaucoup boire. Donc voilà. D'ailleurs, sur le rallye, l'année dernière, j'ai perdu du poids.
Bon, donc c'est intéressant ça, à suivre. Donc c'est aussi une manière de faire ce rallye. Ça veut dire simplement qu'on imagine bien sûr que ne vous inquiétez pas, les femmes vont pas traverser les villages à 300 km/h. Il y a bien évidemment tout ça, c'est bien réglementé. C'est très réglementé. Et c'est l'occasion de voir passer de belles voitures oui. Avec des princesses à l'intérieur. Quelles étapes du parcours t'enthousiasment le plus cette année? C'est un nouveau parcours. Oui, cette année c'est un nouveau parcours et j'avoue que je suis très enthousiaste et en même temps un petit peu craintive, je pense, pour Annecy. Je suis ravie d'aller là-bas. Je sais que c'est assez magique. J'ai un souvenir très très lointain et je sais que les routes sont très belles et en même temps, il ne faudrait pas que ma voiture chauffe. Voilà, donc ça m'inquiète et en même temps, je suis très enthousiaste. Il y a un tour du lac de prévu? Et on ne sait pas encore le parcours. Non, on ne le connaît pas. Alors, vous partez sur cette opération, bien sûr à deux, avec aussi une copilote qui, cette année, va avoir un rôle, en fait, peut-être de pilote. Comment vous êtes retrouvées toutes les deux dans cette aventure? Moi, j'ai rencontré Valérie Jiménez sur l'année dernière, en 2024, lorsque je préparais le rallye, mais l'édition 2024. Et puis, nous sommes rencontrés sur un événement tout autre, sans savoir qui elle était. Nous avons une très belle discussion toutes les deux. Et puis, de suite, elle a eu envie... pour d'autres raisons que j'expliquerai aussi tout à l'heure, elle a eu envie de m'aider dans cette aventure à travers le sponsoring. Donc, elle nous a donné un bon sponsor qui nous a permis effectivement de partir. Et cette année, je suis revenue la voir en lui disant, effectivement, l'année dernière, vous avez participé. Grâce à vous, on a pu partir. On a fait un bon score puisqu'on est arrivé milieu de tableau. Pour une première fois, on n'avait pas d'équipement. Et cette année, on repart avec d'autres challenges. Et donc, j'avais envie de lui demander d'être encore à nos côtés. Et non seulement elle a accepté d'être à mon côté du coup, mais surtout, elle avait envie de monter dans la voiture. Et ça a été une grande joie pour moi, un honneur aussi d'avoir Valérie, qui est une femme déjà au quotidien, qui est, alors elle, très très sportive, qui fait 5 jours de sport par semaine et qui est dans le dépassement permanent, qui est dans la bienveillance et qui correspond complètement à ces princesses. Donc, belle rencontre, comme Très on dit. belle rencontre. Et puis, alors, un petit aparté, cette année, finalement, à cause des événements, oui. Elle va se retrouver pilote et vous copilote. Et oui. Alors, je pensais pas un jour laisser ma place. C'est difficile de laisser son volant. C'est très difficile. Le rallye, moi, ça a toujours été une passion. J'ai toujours aimé conduire et toujours voulu. Donc, cette année, j'avais décidé de performer. L'année dernière, c'était la découverte. Et cette année, j'étais partie en me disant, bon, là, je vais performer, je vais faire quelque chose de mieux au niveau du classement. Et puis, nous partons en stage avec Valérie pour justement apprendre la régularité avec l'équipe Zaniroli, donc les créateurs de ce rallye. J'apprends sur ce week-end, comme Valérie, à faire du copilotage, puisque c'était l'idée, qu'on soit performantes toutes les deux, qu'on puisse éventuellement s'échanger le volant s'il y avait un problème. Donc, j'apprends le copilotage, je le fais pendant le week-end, ça se passe très très bien. Avec Valérie, il y a une belle entente, une belle écoute, il y a zéro stress, c'est fluide, c'est parfait. Donc, je rentre du week-end enchantée en me disant, tant pis si je passe copilote, ça va bien se passer, ça va me plaire quand même. Et puis voilà, arrive à l'aéroport, patatras, je suis à pied sur le parking et je me fais renverser par une voiture. Et une épaule démise qui est remise de suite par les pompiers et puis des douleurs persistantes, on m'emmène à l'hôpital et là, double fracture de l'humérus, de la tête de l'humérus, donc de mon bras droit. Et là, de suite, quand je suis tombée, de toute façon, au moment où je tombe, de suite, j'ai dit, aïe, mon rallye, quoi. Non, ça, c'est pas possible. Là, je l'ai compris tout de suite qu'il allait avoir un problème. La passion est toujours là. Là, c'était... Et d'ailleurs, les pompiers, je les ai saoulés avec le rallye. J'ai parlé à tout le monde du rallye. J'ai fait que ça le dimanche, entre pleurs et douleurs. Je parlais que du rallye. Et puis voilà. Et puis du coup, en discutant avec Valérie, on se dit mais non, mais on n'est pas ce genre de femmes qui se laissent abattre. On trouve toujours des solutions. C'est la vie en général. On a tous des embûches. Il faut rebondir, il faut s'adapter. C'est comme ça. Et donc ça correspond à cette aventure et à tout ce que j'explique en permanence. Donc on rebondit, on s'adapte. Et puis Valérie sera la pilote sur cette édition. Elle sera complètement pilote puisque moi j'ai interdiction de conduire jusqu'à fin juin. Et je serai sa copilote. Et donc, nous allons performer ensemble. On va suivre tout ça. Mais vous courez aussi pour une cause toutes les deux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que derrière ce rallye, il y a plein de symboliques.
En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on s'est trouvé sur cet événement avec Valérie, c'était pour cette raison-là. Nous étions sur un événement qui mettait en lumière une cause qui nous tient à cœur, qui est... alors, il y a deux choses. Je vais essayer de ne pas mélanger le discours, mais nous avons rencontré, Valérie et moi-même, Emmanuel Choussy, qui a mis au point un concept original et unique en France, qui s'appelle Femmes du rugby, qui est un livre dans lequel nous avons des rugbyman qui choisissent des femmes inspirantes. Et certains bénéfices sont reversés à une autre association qui s'appelle les Rugby Santé. Dans ce livre, justement, dans le tome 1, Madame Jiménez est dedans. Elle est la femme inspirante d'un joueur de rugby. Et c'est aussi pour ça qu'elle était à l'écoute de mon discours ce jour-là quand je l'ai rencontrée, puisqu'elle était déjà partie prenante de cet événement. Effectivement, Femmes du rugby soutient les Rugby Santé. Les Rugby Santé, qui est une association française nationale. Donc, nous avons une antenne à Toulouse. La présidente Stéphanie Moton, qui est cancérologue à l'Oncopole, et qui dit que justement, lorsque l'on est malade, lorsqu'on est atteint d'un cancer, qu'on est en cours de traitement, le sport est essentiel pour le moral, bien sûr, mais pour le physique aussi. Un corps en mouvement guérit plus facilement, visiblement, que les autres. Donc, c'est toute l'idée. Et cette association, pour qu'elle perdure, pour qu'elle existe, donc notamment sur Toulouse, nous courons pour elle. Que ce soit Valérie et moi-même, les fonds que nous levons, les soirées que nous organisons, servent déjà pour leur donner de la visibilité à travers ce rallye, mais surtout pour les financer. Vous allez encore plus loin, Sandrine, parce que vous avez créé aussi Women on the Road. Quel est cet objectif de cette association ? Alors, cette association a été créée justement dans le but d'accompagner aussi ces autres associations, c'est-à-dire que le rallye existe, que l'on puisse avoir du sponsor qui puisse être aussi défiscalisé, parce qu'il faut être honnête, l'argent dans tout ça, c'est un peu le nerf de la guerre et c'est difficile. Et je l'entends pour les entreprises qui nous suivent. Donc, aussi les accompagner aussi à eux, les accompagner aussi en leur donnant de la visibilité, leur faire de la communication, mais les aider aussi à avoir cette générosité. En principe, ils l'ont, la générosité. Mais c'est pas toujours facile. Et puis aussi, cette association, elle existe pour donner envie à toutes ces femmes qui nous suivent maintenant à travers les réseaux sociaux. Et ça, j'en suis très fière parce que nous avons notamment un équipage sur cette année qui arrive, Caroline Holler, qui m'a rencontrée l'année dernière sur les réseaux sociaux, qui était déjà passionnée par les rallyes automobiles, mais qui se mettait quelques freins ou des pensées limitantes en se disant est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis capable ? Et puis il faut aussi lever des sponsors, enfin il y a des choses un peu compliquées. Et en fait, le fait de s'être rencontrée, d'avoir beaucoup discuté, je l'ai un petit peu accompagnée et ça y est, maintenant elle est lancée. Elle-même, elle a lancé un autre équipage et ça, je trouve ça formidable de pouvoir aider ces femmes à se dépasser à travers un sport qui n'est pas très féminin, il faut le reconnaître, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont passionnées par l'automobile. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir les aider. Et grâce à cette association, ça me permet de créer des événements pour les faire venir et les aider à faire un rallye en toute sécurité. Alors, vous allez plus loin, puisque en fait, dans votre réflexion d'ouvrir, vous avez décidé aussi de raconter cette aventure à travers un film. Oui. C'est quoi cette idée de film ? Alors cette idée de film, elle est venue, c'est pareil, c'est une belle rencontre avec Monsieur Chevalier, Patrick Chevalier, donc de Juvaprod, et qui lui fait des films qui met en valeur à chaque fois, qui mettent en valeur les femmes à travers un sport, à travers un défi aussi. Ça peut être un gros dépassement, ça peut être plein de choses au féminin en tous les cas, et puis pour aider à la médiatisation de certains sports qui sont moins médiatisés parce que féminins, il faut le reconnaître. Je ne suis pas féministe à tuer les gens, pas du tout, mais c'est vrai que les choses avancent bien et Patrick fait partie de ces hommes qui aident à faire avancer les choses à ce niveau-là. Donc il a eu envie de mettre en avant notre compétition, donc on va être filmé de l'intérieur toute la journée parce que ce que je voulais... Le film du rallye en lui-même, il existe, il est fait par Peter Otto et c'est un très beau film à travers justement les régions, les voitures. Il est très esthétique, il est magnifique et tant mieux, il existe. Mais moi, ce que je voulais, c'était montrer cette aventure humaine. Sous l'angle féminin. Voilà. Et puis comment on le vit à l'intérieur et dans la voiture. Et vous montrer à tous que c'est réellement une compétition et que réellement ce challenge et que réellement on est très motivé et très compétitrice.
Alors pour ça, effectivement, tout ça, c'est plein de projets extraordinaires, ça brille dans vos yeux, donc on s'imagine que c'est une passion qui vous anime. Mais il y a le nerf de la guerre, on l'a dit. Comment vous travaillez pour le financement de cette épreuve ? Alors effectivement, c'est ce qui est le plus compliqué. Cette épreuve, elle a un coût. Non seulement il y a un coût pour l'engagement, pour s'inscrire, mais également le coût du véhicule. Ce sont des véhicules anciens, donc il faut ou les louer ou avoir la chance, comme moi, d'avoir l'établissement de l'OR de Perpignan qui me prête sa voiture de collection. Donc je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est une Triumph TR3 de 1959 qui est assez magique. Pour la petite anecdote, les amateurs apprécieront. Oui, mais c'était la première voiture dans les années 60 de Johnny Hallyday. C'est sa première voiture, c'est la même. Voilà, c'est une petite anecdote. La référence importante. Ouais, oui. Ça va attirer encore plus de jeunes femmes. C'est ça. Donc il y a ceci, et puis évidemment sur le rallye, il faut quand même savoir que on court, donc on est pris en charge bien sûr, mais en ce qui concerne le carburant, c'est nous qui le payons. Donc ce sont des voitures qui consomment beaucoup, donc il faut aussi des moyens. Alors effectivement, j'ai monté un petit dossier et je suis allée chercher du sponsoring en proposant aux entreprises toulousaines, parce que j'y tenais aussi, que c'est pas que du chauvinisme, c'est simplement qu'on est dans une période qui est compliquée pour tout le monde, et si on peut tous s'entraider, c'est très bien aussi. Donc de dire à ces entreprises, soutenez notre cause, et je sais qu'ils en ont envie, ils le font tous. Tous ceux qui sont venus avec moi n'ont pas réfléchi beaucoup. Et puis leur donner aussi cette communication, parce que c'est aussi mon métier. C'est mon métier de faire briller les entreprises, c'est mon métier de mettre en valeur leurs produits. Et donc c'est un échange donnant-donnant, autant pour la cause, pour l'aspect sportif, et puis pour ces entreprises, et pour j'allais dire, mon métier. Eh bien, l'appel est lancé. En tout cas, voilà, on espère qu'à travers cet échange, d'abord, on les remercie, ces partenaires, et puis, dire aux autres, ceux qui veulent se lancer dans cette aventure d'automobile, mais avec des femmes, n'hésitez pas à contacter Sandrine. Un dernier mot avant le départ, parce que c'est encore compliqué, il y a encore des difficultés physiques, parce qu'on n'a pas parlé de l'entraînement, qui est difficile par rapport à ce petit incident. Un dernier mot avant le départ, Sandrine. On est à fond, toutes les deux, on y croit énormément. On va d'ailleurs, si je peux le dire à l'antenne, peut-être parce que c'est ouvert à tous, nous allons proposer une soirée début mai qui se passera avec un de nos sponsors aussi, le Patio Occitan à Cugnot, qui permettra une dernière levée de fonds, puisqu'il nous manque encore un petit peu de sous. Pas beaucoup, mais il en manque encore un petit peu. Et puis surtout, comme ça, vous viendrez à notre rencontre, rencontrer nos sponsors, et puis rencontrer surtout notre association, rencontrer les Rubies, rencontrer Femmes du Rugby. Et puis vous allez voir, il va y avoir plein de surprises. Il y a des personnalités qui seront là ce jour-là, qui sont dans le livre pour ceux qui l'auront lu. Merci Sandrine. On va saluer aussi Valérie, qui est la pilote de cette aventure-là, qui te soutient là-dessus. Merci pour ton témoignage dans cette émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour tous tes projets et bon rallye des princesses. Vous êtes bien sûr toutes les deux les bienvenues, on espère, à l'issue de revenir avec grand plaisir, pour nous raconter aussi votre aventure, parce que cette passion que tu nous transmets aujourd'hui, on aimerait avoir le retour. Si c'est possible, au retour, on sera heureux de vous accueillir à nouveau. Avec grand plaisir. Place à la chronique spéciale consacrée au Tour des 6 nations féminins, le rugby à 15 en compagnie de Daniel Irazu et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, avec une chronique spéciale consacrée au tournoi des 6 nations féminins 2025 en compagnie de nos invités, Daniel Irazu, qui est coprésidente du stade andayais de rugby, ancienne internationale de rugby à 15, 76 sélections, 3 Coupes du Monde, dont 2 médailles de bronze, 3 grands chelems dans le tournoi des 6 nations et 4 titres européens et 4 titres de championne de France. Avec nous aurons aussi Bernard Pujol, qui est le président du comité départemental olympique de Haute-Garonne, membre du comité de Haute-Garonne de rugby, passionné d'histoire du rugby et fin connaisseur de la discipline. Voilà, dans Si et on parlait de sport, on vous raconte les moments forts, les anecdotes marquantes de cette compétition. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de venir nous parler de cette belle aventure humaine et sportive qu'est le rugby féminin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bernard, le rugby féminin a parcouru un sacré chemin depuis ses débuts en France. Est-ce que tu peux nous rappeler ses origines ? Et quel chemin ? Il faut savoir que les toutes premières tentatives de rugby féminin en France remontent aux années 1908 et 1924. Mais elles sont restées des initiatives isolées. Le véritable point de départ durable, c'est 1965.
Et surtout en 1968, où se joue le tout premier match officiel féminin à Toulouse, entre les Panthers Women de Villeneuve-sur-Tarn. Et surtout, c'est en 1968 que se joue le tout premier match officiel féminin à Toulouse, entre les Panthers Women de Villeneuve-sur-Tarn, menées par la capitaine Odette Casalens, opposée aux filles du Toulouse Femina Sport, devant plus de 1400 spectateurs curieux. C'était déjà un petit événement. Un match pionnier, c'est ensuite l'Association française de rugby féminin qui a donc structuré cette pratique. Exactement. L'Association française de rugby féminin a vu le jour officiellement en 1969. Elle a encadré l'activité jusqu'en 1984. Elle comptait alors 12 équipes affiliées. L'un des premiers clubs affiliés, le plus ancien encore aujourd'hui, est le club des Violettes Bressanes de Bourg-en-Bresse, qui avait été créé en 1969. Le premier championnat domestique, lui, apparaît lors de la saison 1971-72 et c'est l'Asvel de Villeurbanne qui avait décroché le premier titre de championne. Et au niveau international, comment la France s'est-elle lancée dans l'arène ? La première sélection nationale française a disputé le premier match international en 1982 contre les Pays-Bas. Puis en 1985 contre la Squadra Azzurra, en 1986 contre la Grande-Bretagne. Mais le véritable déclic, c'est la victoire en Coupe d'Europe en 1988. Une étape majeure pour asseoir la crédibilité du rugby féminin s'il le fallait. Et pourtant, ce n'est qu'en 1989 que le rugby féminin est intégré à la Fédération française de rugby ? Oui. Lors du congrès de Bourg-en-Bresse, décidément, on reste dans la région. C'était une avancée importante, mais qui ne régla pas tout. Le rugby féminin a longtemps souffert d'un manque d'investissement de la part de la FFR. Il a fallu de l'opiniâtreté, de la passion, une énorme volonté à ces dames de la part des joueuses, des encadrantes, pour faire avancer les choses. Et alors aujourd'hui, on en est où avec ce rugby féminin qui semble pourtant être en plein essor ? On a fait un bond en avant impressionnant. En 1971, on comptait 320 dames licenciées. En 2025, on en est à 40 600 dames pour un total de 360 000 licenciés au sein de la FFR. Le taux de féminisation de la Fédération française du rugby est passé de 2 à 3% en 2014 pour être aujourd'hui à 12%. L'objectif fédéral est d'atteindre la barre des 100 000 licenciés féminines à horizon 2030. Nous comptons 2300 éducatrices et 613 équipes en compétition. Ce fort développement est le fruit d'un véritable travail de terrain, d'un championnat domestique structuré, d'une politique de formation également, d'un rayonnement international, ainsi que de la médiatisation de la pratique féminine, notamment télévisuelle. Alors justement Bernard, parlons du tournoi destination féminin auquel la France participe depuis la première édition en 2001. Quel bilan peut-on en tirer ? On peut en tirer un bon bilan, et on le voit encore pour l'édition 2025. Il est très positif. La France a remporté le tournoi destination à 6 reprises, dont 5 grands chelems en 2002, 2004, 2005, 2014 et 2018. Notre équipe nationale est régulièrement sur le podium européen. Elle joue les tout premiers rôles. C'est une vitrine magnifique qui inspire les jeunes générations. Est-ce que la professionnalisation est aujourd'hui une priorité pour le rugby féminin en France ? Je ne sais pas si c'est une priorité, avec toute l'expérience qu'on peut tirer du professionnalisme masculin. Me semble-t-il, c'est un impératif. Le niveau d'exigence, Daniel nous en parlera, de ce sport très difficile et très contraignant, tant physique que technique, ne cesse d'augmenter. Afin de rivaliser au plus haut niveau mondial, les joueuses doivent pouvoir se préparer dans des conditions optimales. Cela se passe par un vrai statut professionnel permettant de concilier rugby, études et ou reconversion. Le fameux double projet si important dans nos disciplines collectives. Et en parlant de club, un petit mot sur le palmarès. Le club toulousain reste une référence, non ? Oui, effectivement, on ne dit pas que tout se passe à Toulouse. Les Basques vont crier, Daniel va couper le micro, mais tout à fait.
Toulouse est un berceau du rugby. Le Toulouse Féminin Sport, qui a joué le tout premier match en 1968, détient encore le record des titres nationaux avec 9 boucliers, une institution dans le paysage du rugby féminin français. Merci Bernard pour cet éclairage passionnant. On va maintenant passer à la suite de cette chronique et donc avec notre invité. Mais je pense que ce serait intéressant que tu nous parles un petit peu de Danielle Irazu, s'il te plaît Bernard, qu'on ait un petit peu un éclairage sur notre consultante aujourd'hui. Oui, c'est avec grand plaisir que je vais parler de Danielle, que tout le monde connaît et apprécie beaucoup, de par la dame qu'elle est, et l'investissement et la proximité de ce rugby qu'elle a tant porté. Pas trop. Danielle, j'en fais pas trop, mais il fallait que je le dise, Danielle, tu vas en souffrir un peu. Danielle est native d'Andaille, au Pays Basque. Elle a débuté le rugby, bien entendu, au stade Andaillé, en 1992. Elle est restée fidèle et le juste retour à son club de cœur, puisqu'elle en est la coprésidente en activité. Côté sportif, elle a rejoint l'ambitieux club des Pachis d'Hermes, avec lequel elle a été titrée 4 fois championne de France entre 1995 et 2005. Elle évoluait au poste de pilière et parfois talonneur. Elle a rejoint ensuite l'Ovalie caennaise en 2005 jusqu'en 2007. Sur le plan international, Danielle a été sélectionnée en équipe de France entre 1995 et 2007. Elle a à son compteur 76 caps, rien que ça. Et quelques titres, dont 3 grands chelems sur 9 participations. On ajoutera 5 championnats d'Europe et 3 participations à la Coupe du Monde, dont 2 médailles d'argent. Quel palmarès! En 2005, Danielle est la première joueuse de rugby à bénéficier d'un contrat d'insertion professionnelle. Elle intègre ainsi la SNCF en tant qu'athlète de haut niveau, en ayant migré vers la capitale. C'est ainsi qu'en 2007, elle travaille au sein de la direction de la communication dans le groupe Projet national dédié à la Coupe du Monde 2007. La SNCF était partenaire de premier rang de Rugby World Cup 2007, y associant sa passion à son activité professionnelle. Danielle est toujours en train, puisqu'elle est toujours cheminote, si je puis me permettre. C'est ça. Jeune, je ne vais pas jouer sur l'âge, Daniel, tu ne le diras pas, mais j'ai commencé comme ça. Jeune, virgule. Daniel est membre élu du comité Côte Basque Land de 2001 à 2007. Puis, à la fin de sa carrière sportive, elle a intégré le comité directeur de la Fédération française de rugby de 2009 à 2013. Ensuite, en 2007 et jusqu'en 2012, elle est dirigeante du club de l'AC Bobigny 93, manager de son équipe féminine, avec qui elle fêtera la montée en Élite 1. Elle est nommée ensuite successivement manager de France A féminine, du 15 de France féminin qu'elle quittera quelques mois plus tard. Puis manager de l'équipe de France des moins de 20 ans féminines, rappelée aussi en 2016. Mais aussi élu fédéral en charge du développement de la pratique féminine et du haut niveau jeune, qui connaissait ses balbutiements. Après une pause bébé, une pause maman, et nous te félicitons Danielle. Merci. Voilà, il faut des licenciés au rugby et pour cela, il faut faire passer le mot. Bon sang ne saura mentir. Et rattrapé par sa passion, Danielle a ensuite été élu en 2016 au sein du comité directeur de la toute nouvelle Ligue Nouvelle-Aquitaine et a de nouveau participé à des groupes de travail au sein de la Fédération française de rugby. Ensuite, elle n'a pas continué, elle n'a pas été candidate en 2020. Sa modestie, Danielle en souffrira. Danielle, très impliquée dans la vie sportive et sociale, a été élevée au rang, tenez-vous bien, de chevalier de l'ordre du mérite en 2011 et c'est amplement mérité, cher Daniel. Alors, Daniel, ça c'était... on a posé le cadre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que tu nous parles du vécu, de ce que tu viens de voir. On est dans l'action maintenant avec ce tournoi Destination passionnant. On revient sur le beau parcours de nos Bleus dans ce tournoi. 3 matchs, 3 victoires. Les Bleus sont dans le bon tempo, Daniel ? Alors effectivement, je pense comptablement, elles sont dans le bon tempo, même s'il manque un bonus par rapport aux Anglaises.
Par contre, on pourrait juste mettre un petit bémol par rapport aux entames qui sont toujours un peu délicates. Et on sent bien qu'il y a encore pas mal de petites fautes, qu'il n'y a pas une totale maîtrise pour faire un résultat qui ne serait sans doute, quoi. Mais oui, effectivement, ils sont dans le bon tempo au niveau des points. Ouais, on rappelle simplement quelques résultats qui étaient importants. Avec un match remporté 27-15 à Dublin, en Irlande, il y avait l'Écosse à La Rochelle où elles ont franchi ainsi un cap avec 38-15. Et enfin, samedi dernier, donc contre les Galloises, 42-12. C'est une équipe puissante, mais elle n'est pas tout à fait parfaite, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Après, on peut faire la fine bouche, c'est possible aussi, mais parce que la France est quand même deuxième nation d'Europe, et donc on peut peut-être être un peu plus exigeant, mais c'est vrai qu'au vu des scores, elles ont quand même bien gazé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue plus technique sur le collectif et des individualités en début de tournoi? Alors qu'on a quand même un paquet d'avant qui est quand même assez puissant, sachant que bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Historiquement, le paquet d'avant est un des étendards de l'équipe de France. Et donc, c'est pas très surprenant. On verra devant l'Angleterre ce que ça donnera plus tard. Après, il y a eu pas mal de rotations derrière, suite au carton de Gabriel Vernier, suite à la blessure sur KO de Nassira Condé. Il y a eu là, sur le dernier match, le retour de Carla Arbès et de Morgane Bourgeois, qui ont fait 2 belles rentrées. Après, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe a besoin d'automatisation. Là, c'est un tournoi un peu de préparation par rapport à la Coupe du Monde qui va avoir lieu cet été en Angleterre. Déjà, la tournée en octobre n'avait pas rendu une copie parfaite. Donc là, on a fait des turnovers aussi sur les joueuses et il y a besoin d'automatisme. L'équipe est jeune et il y a besoin d'automatisme. Alors justement, il reste 2 matchs. L'Italie, le 19, là, qui arrive. Comment on aborde cette rencontre? L'Italie, généralement, c'est plutôt quand même une équipe qui ne devrait pas nous poser de problème, hein. Aujourd'hui, l'Italie, elle compte 5 points, l'Angleterre 15, la France 14, elle est 4e là au classement. Le match, il va encore permettre de se tester encore, et s'il y a encore des doutes à la fin du match, c'est qu'on sera pas en place. Les derniers résultats ont montré qu'on avait toujours bien réussi contre l'Italie, donc je ne me fais pas d'inquiétude par rapport à ça. Juste que l'Italie, comme la France, avec le côté latin, la surprise serait qu'on puisse perdre contre elle. Je n'y crois pas trop, hein. Je pense que ça sera un match qui sera largement à notre portée. Elles ont été battre les Écossaises chez elles ce week-end, en fait. Alors oui, ça c'était la surprise, qu'elles aient gagné en Écosse, effectivement. Elles ont gagné en Écosse. Sur quel score? 25 à 17. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une surprise. C'est une surprise, mais bon. La deuxième question, bien sûr, qui vient tout de suite derrière, c'est on attend finalement ce choc entre l'Angleterre et la France, une possible finale selon ce qui se passera contre l'Italie. Comment on voit ça, ce crunch Angleterre-France? Alors oui, bon, ça sera la finale, hein, comme tous les France-Angleterre de chaque tournoi, il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Le match, il sera pas facile en Angleterre parce que, bon, par expérience, les Anglaises à une Coupe du Monde, elles sont très difficilement prenables, d'autant plus que le match va avoir lieu à Twickenham, dans un Twickenham plein. 85 000 personnes, ça sera pas évident d'aller gagner là-bas, mais pourquoi pas nous montrer quelque chose auquel on s'attend pas trop. En fait, elles peuvent aussi faire la surprise, les Françaises, et nous montrer que la puissance de devant pourra faire la différence. Elles ont repris sur la deuxième mi-temps contre le Pays de Galles, un jeu plus simple à jouer dans l'axe, et ça a été ça a payé plus. Là, il y a trop d'approximations dans le jeu de mouvement, des passes, des ballons perdus trop souvent. Alors, il pleuvait contre le Pays de Galles, on va aussi mettre ça sur le compte de la pluie, mais en Angleterre ça sera pas la même. Non, mais après les Anglaises elles sont super puissantes, et on sait que bon, là à une Coupe du Monde elles sont ensemble déjà depuis un petit bout de temps, donc bon, et jusqu'à la Coupe du Monde, hein, jusqu'à cet été. Daniel, une question sur le plan technique collectif. On a un peu de mal, je parle de la sélection française féminine, quand on arrive à la dernière marche face aux Anglaises, voire les Blacks. Il nous manque ce petit truc. Est-ce que tu peux éclairer nos amis qui nous écoutent? D'où cela peut-il venir? C'est quoi? C'est l'organisation du rugby féminin dans le pays? C'est la préparation? Elles sont professionnelles ou pas? Ce sont les squads? Elles paraissent avoir ce petit plus au-delà de la
la technique, du poids, des forces, un petit temps d'avance sur l'équipe nationale française. Est-ce que je me trompe ? Non, tu te trompes pas. On peut effectivement les jeunes, les moins de 20 et les moins de 18 ans. Les moins de 20, l'équipe des moins de 20 a été créée en 2010, je crois, de mémoire. Et depuis, elle n'a perdu que 2 matchs contre l'Angleterre. Donc et puis facilement, on gagne facilement. Nos jeunes sont toujours supérieurs. Et quand on arrive à la dernière marche avec l'équipe de France 1, c'est compliqué. Alors, est-ce que effectivement notre championnat domestique ne permet pas à nos joueuses, nos meilleures joueuses, de matcher sur d'avoir assez de matchs de très haut niveau pendant le championnat pour leur permettre d'être meilleures en équipe de France, ou d'être en tout cas plus physique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les moyens qui sont alloués à l'équipe de France féminine et donc aux joueuses n'ont jamais été aussi hauts. Depuis, il y a eu les premiers contrats fédéraux qui ont été mis en place sur le 7 en 2014, suite à la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu en France. Et sur le 15, on a eu les premiers contrats pro en 2018. Aujourd'hui, toutes les joueuses du Squad France sont toutes sous contrat professionnel. Donc elles sont payées par la fédération. Après, elles jouent en club, dans leur club d'origine. Elles ont un petit temps pour faire pour penser double projet, mais en l'occurrence, en termes de préparation, elles n'ont jamais été aussi bien. Donc effectivement, on peut se poser la question qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'équipe de France elle passe un cap, peut-être dans les qualités d'entraînement qui leur sont allouées dans les clubs, peut-être par rapport à l'Angleterre, elle délocalise en fait les entraîneurs qui vont dans les clubs. Et aujourd'hui, comme je vous disais, l'année de la Coupe du Monde, elles sont sous contrat, les joueuses. Et elles sont ensemble depuis quelque temps déjà. Leur championnat a pris fin assez tôt pour qu'elles puissent se préparer à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas des schémas qu'on devrait copier nous aussi en France? C'est beaucoup de questionnements. En tout cas, il est certain qu'il faut qu'on crante là-dessus parce que la marche est haute. Alors après, à la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande en 2022, après avoir cette année-là fait un match un peu pourri à Bayonne contre les Anglaises, en match de poule à la Coupe du Monde, on les a battus et on a souffert d'aucune comparaison. On a montré en demi-finale contre les Blacks une forme de jeu qu'on n'avait jamais montré auparavant. Donc on est capable aussi d'avoir de la constance et de la qualité. Là aujourd'hui, j'espère que les filles ne sont pas trop dans un confort et que on parle de choses qui sont pas la priorité par rapport à la performance. Voilà. Pour rendre la conclusion à Laurent, ça veut dire que, et moi je le souhaiterais de tout cœur, je connais Daniel et je suis partisan pour la féminisation des activités dirigeantes et autour, ça veut dire que ces dames seront, et je le souhaite, championnes du monde, peut-être avant ces messieurs. Alors, peut-être. On ne sait jamais. Il faut y croire. Non, il faut y croire. Oui. Il faut y croire. J'espère que d'ici là, elles auront eu le temps de travailler. Là, le tournoi, c'est vraiment un tournoi de préparation à la Coupe du Monde. Après, elles seront réunies après le championnat de manière, je pense, jusqu'à la Coupe du Monde sans arrêt. Elles ont les moyens. On a des joueuses de qualité. Il faut être dans la continuité et avoir des automatismes. Bon, et ce sera jouable. Et voilà, donc là, dans un premier temps, on va surtout espérer peut-être un grand chelem. En tout cas, merci Daniel pour ce débriefing complet et passionnant. On se retrouve, si c'est possible, dans 2 semaines pour faire le débrief complet et peut-être célébrer ensemble un grand chelem de cette équipe de France qui, avec plaisir. Voilà, qui peut être prémonitoire à peut-être plus de choses dans la Coupe du Monde. J'amènerai une bouteille d'Iroulégui, je m'engage. D'accord, un bon. Hein. Merci à vous deux et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Et c'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est donc la fin du match et de cette 97e émission avec bien sûr vos grands rendez-vous de la semaine à venir dans l'agenda sportif. On commence dimanche du 14 au 20 avril. Il y a du tennis avec le tournoi ATP 500 de Barcelone et de Munich, ainsi que le tournoi WTA 250 de Rouen et 500 de Stuttgart.
Mercredi 16 avril, basket homme en Ligue des Champions, quart de finale, Nanterre affronte l'AEK Athènes. Basket femme, Nationale 2 féminine, play-off, Nice affronte Toulouse. Jeudi 17 avril, rugby à 15, Pro D2, 27e journée, Colomiers affronte Agen. Vendredi 18 avril, rugby toujours la Pro D2, 27e journée, Béziers va affronter Mont-de-Marsan, Soyaux-Angoulême affronte Montauban. Basket femme, la Boulangère Wonder League, quart de finale aller, Charleville-Mézières contre l'Athès Montpellier. Basket homme, nationale masculine 1, Toulouse affronte Boulogne-sur-Mer. En football, Ligue 2, 31e journée, Laval contre Rodez. Handball, Licky Moly, Star League, 24e journée, Chambéry affronte Montpellier, Toulouse contre Istres, Nantes contre Nîmes. En cyclisme, il y aura la fameuse flèche Brabançonne. Samedi 19 avril, rugby à 15 avec le top 14, Castres contre Vannes, Lyon contre Montpellier, Perpignan contre Racing 92. En football Ligue 1, 30e journée, Marseille va affronter Montpellier. En football féminin, Ligue des Champions, demi-finale aller avec Arsenal contre Lyon. Hockey sur glace, Championnat de France, Division 2, finale, tour 4, match 1, Montpellier contre Lyon. Handball national 1 féminin, 19e journée, Rochechouart-Saint-Julien contre Toulouse. Et enfin, donc dimanche 20 avril, rugby à 15, top 14, le Stade français affronte Toulouse. En cyclisme, c'est la fameuse Amstel Gold Race WT World Tour, hommes et femmes. Il y aura aussi de la Formule 1 à nouveau avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, de l'endurance, les 6 heures d'Imola en Italie. En football, Ligue 1, 30e journée, Reims affronte Toulouse. Et en hockey sur glace, Championnat de France Division 2, tour 4, match 2, Montpellier-Lyon. Rugby féminin, l'élite, élite 16e journée, Rennes affronte Blagnac, Romagna affronte Montpellier et Toulouse affronte Grenoble. Au programme de la semaine prochaine, en première mi-temps, on vous emmènera au bord de l'eau, mais pas pour flâner. On parle d'un véritable sport de nature, la pêche sportive en eau douce. Souvent perçue comme un loisir tranquille, elle est pourtant exigeante physiquement, stratégique et hautement compétitive. Avec plus d'1,5 million de pratiquants en France, la pêche sportive regroupe plusieurs disciplines, pêche au cou, carnassier, carpe, mouche, etc. et des compétitions de haut niveau jusqu'aux championnats du monde où les Français brillent régulièrement. En Occitanie, cette passion rassemble des milliers de pêcheurs et une vraie communauté engagée dans la protection des milieux aquatiques. Alors comment devient-on pêcheur sportif ? Peut-on pêcher toute l'année ? Et quelles sont les grandes échéances à venir en 2025 ? Nos invités du jour nous plongeront dans cet univers passionnant et trop souvent méconnu. En deuxième mi-temps, nous recevrons Patrick Chevalier, producteur engagé et passionné du sport depuis plus de 50 ans. Il a été entraîneur, arbitre, organisateur, mais aussi un fervent militant pour l'égalité femmes-hommes dans le sport et la lutte contre le dopage. Président de Juvacom Media et fondateur de Juvaprod, il met en lumière à travers ses documentaires les grands enjeux de sport, égalité, femmes-hommes, lutte contre le dopage, inclusion, écologie. Son film Sportive, le parcours médiatique des combattantes a marqué les esprits et de nouveaux projets forts sont déjà en route. Un parcours riche, militant et profondément humain. C'est la fin du match de cette 97e émission. Et si on parlait de sport, merci à Didier Don, Sandrine Champagne, Valérie Jiménez, Daniel Irazou et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect et notre partenaire informatique, l'agence Bellombra et Dialogue Sport pour votre contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.